La carrière de Julia Ducournau a débuté par une réussite absolue, c'était la surprise causée par Grave, son premier long-métrage, donc. Grave était une brillante incursion filmique qui arpentait les territoires de plusieurs genres, peu prisés en général dans le cinéma français, le gore, le film d'horreur, le slasher, etc., etc. Nous la retrouvons aujourd'hui en compétition à Cannes avec Titane qui, curieusement, diffère et en même temps reprend à son compte quelques principes observés dans le premier long-métrage de la réalisatrice française jeune de surcroît. En l'occurrence, Julia Ducournau nous propose une relecture cérébrale des genres jugés un peu trop vite, parfois, comme populaires et peu enclins à favoriser de profondes réflexions sur le monde. Et pourtant, Julia Ducournau y est bien parvenue avec Grave. Et elle reprend ici à peu près la même recette, c'est-à-dire elle réintègre dans son schéma filmique à peu près les mêmes ingrédients qu'elle avait déjà utilisés, auxquels elle va ajouter des réflexions puisées dans des univers anglo-saxons, et plus particulièrement ceux de Carpenter ou de Cronenberg. C'est d'ailleurs avec l'univers de ce dernier que Titane entretient des liens un peu plus prononcés. Si Titane s'accommode de différents courants cinématographiques, la question du genre est plus ou moins au centre des débats soulevés par le film, ou apparaît au moins comme un fil rouge que tout le monde acceptera comme étant un marqueur qui fixe les différentes étapes que suit le scénario. Titane, c'est l'histoire d'Alexia, une jeune femme qui, lorsqu'elle était enfant, s'est vue placer une plaque de titane autour de son oreille droite pour remplacer une partie de sa boîte crânienne endommagée lors d'un accident de voiture. Depuis, elle est devenue danseuse d'un genre particulier. Elle produit des danses lascives sur des voitures lors de rencontres, lors de shows autour de l'automobile, des voitures de collection ou autres. Accessoirement, Alexia tue ceux qui s'approchent, elle les tue. Elle tue ceux qui s'approchent d'un peu trop près, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est qu'Alexia carbure à la tôle de voiture. C'est ce qui la fait triper. C'est ce qui l'attire et c'est, au sens littéral du terme, ce qui lui procure du plaisir. Après une scène, d'ailleurs, de possession beaucoup plus physique que l'emprise psychique exercée par Christine sur son propriétaire dans le film de Carpenter, la transformation d'Alexia poursuit sa mue initiée par la pose de la plaque de titane sur son crâne lorsqu'elle était préadolescente. C'est là que le film rejoint des questions voisines de celles de Cronenberg. Alexia accepte sa transformation qui passe par une normalisation du monstrueux qui prend possession de son corps, littéralement, et la pousse à se détruire. Arrive alors une rencontre, un accident de la vie, avec un personnage particulier interprété par Vincent Lindon qui accepte de reconnaître, sans trop y croire, sans doute, son fils disparu depuis de nombreuses années sous les traits d'Alexia, plus ou moins défiguré, volontairement, pour justement ressembler de loin à l'enfant disparu du personnage de Lindon. Entre cabossés, on se comprend, et les douleurs, souffrances, scarifications et blessures physiques que s'inflige Alexia, ou alors qui lui sont imposées par sa métamorphose, puisqu'elle se métamorphose sous l'effet de la scène de possession physique que nous avons évoquée avec une voiture au début du film, l'apparition de ces souffrances, de cette matérialisation de la douleur, visuellement, apparaît comme une transposition visuelle de la douleur psychique endurée et endossé par le personnage de Vincent Lindon, devenu un monstre, lui aussi, à force de souffrir intérieurement. Pointe alors une question déjà soulevée moult fois par d'autres auteurs, et parfois de manière beaucoup plus pertinente et convaincante que ce qu'on trouve dans le film de Julia Ducournau. Le monstrueux n'a pas de figure précise, et la monstruosité se tapit bien souvent derrière le masque d'une normalité qui dissimule à peine la bête immonde qui guette et qui ne demande qu'à sortir, tout en sachant que cette bête immonde sommeille en chacun de nous, et souvent sous des airs de respectabilité acceptés par la société.